Bonsoir. Mon nom est Gina Letourneau, comme M. Clifford vient de le dire, et j'ai obtenu mon diplôme de l'École de traduction en juin 2011, comme vous l'avez appris au début. Je suis très reconnaissante à l'école d'offrir la plupart des cours le soir parce que, comme M. Clifford vient de le dire, j'ai fait mon baccalauréat au complet en suivant les cours, donc à temps partiel, le soir, tout en travaillant à temps plein. Combien de temps ça prend faire ça, vous pensez? C'est sûr que ça peut varier. J'ai beaucoup d'amis que j'ai rencontrés dans le programme qui l'ont fait, soit en plus de temps que moi, en moins de temps. Moi, ça m'a pris 8 ans. J'ai pris mon premier cours à l'été 2003. J'ai fini mon dernier cours en avril 2011. Ouf! Ça a valu la peine, là, mais il y a des bouts, j'ai trouvé ça long un petit peu. Disons que je suis très contente de pouvoir être ici ce soir à la soirée des anciens en tant qu'ancienne et non en tant qu'étudiante perpétuelle. Il est venu un moment où je me disais, je vais cesser de venir à cette soirée-là, où on se demandait qu'est-ce qu'elle fait encore là. Donc, merci beaucoup, M. Clifford, de m'avoir invitée. Je travaille actuellement comme traductrice législative au ministère du procureur général de l'Ontario. Je fais partie d'une équipe de 7 traducteurs et de 4 réviseurs qui traduisent en français les projets de loi et les règlements de l'Ontario. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tous les projets de loi présentés à l'Assemblée législative de l'Ontario doivent obligatoirement être déposés en anglais et en français, en même temps, bien évidemment, alors que les règlements que prennent les ministères du gouvernement de l'Ontario ne doivent pas obligatoirement être bilingues, mais on remarque qu'il y a de plus en plus de ministères qui se rendent compte de l'importance à quel point c'est important que la législation soit accessible aussi à la communauté franco-ontarienne. Donc, on a beaucoup de règlements à traduire et ça nous tient bien occupés. On n'a aucun problème avec ça. Ce qui est intéressant de noter, une des premières choses que j'ai apprises quand j'ai commencé ce travail-là, c'est que la version anglaise et la version française d'un texte de loi ont le même poids juridique. Donc, c'est très important qu'elles disent la même chose et qu'en droit, elles aient la même valeur. Par exemple, un juge bilingue d'une cour de l'Ontario peut décider de consulter les deux versions et s'il estime qu'elles peuvent être interprétées différemment, même si la différence est minime, si le juge trouve qu'en droit, il y a une différence, il peut fonder son jugement sur la version qui est la plus favorable à l'accusé. Ça, c'est un principe de droit fondamental. Si l'anglais dit une chose, le français dit autre chose, ce n'est pas tout à fait semblable. Ce qui est le plus favorable à l'accusé va avoir plus de poids. Donc, il y a des paramètres. On veut éviter que ça arrive, ça, en passant. C'est arrivé, là. Il y a eu des exemples, mais pas beaucoup, on espère. On essaie qu'il n'y en ait pas. Il y a donc des paramètres très, très particuliers dans la traduction juridique qui sont différents de la traduction générale. Très peu d'emplois de synonymes, par exemple, en fait. À peu près jamais. D'expressions imagées, des choses comme ça. Là, je vais vous rendre très, très jaloux. Je vais vous dire qu'on a l'occasion, nous, de faire changer le texte anglais par les rédacteurs. On est vraiment chanceux. C'est pas tout azimut, c'est pas tout le temps, c'est pas comme on veut, mais où on travaille, il y a une équipe de rédacteurs anglophones, donc des avocats, qui rédigent les textes de loi ou les règlements, et ils nous envoient à mesure les versions. Donc, on peut travailler sur plusieurs versions d'un même texte, et quand on trouve un problème, ça peut arriver, s'ils l'ont fait rapidement, ils n'ont pas le temps de se relire. S'il y a quelque chose que nous, on ne comprend pas dans l'anglais, il y a des bonnes chances qu'il y ait quelque chose qui cloche ou que la population a de la misère à le comprendre en le lisant. Donc, on peut retourner voir le rédacteur et leur dire, en passant, est-ce que c'est ça que vous voulez dire ou ça? Est-ce que c'est possible de changer ça? Et ils nous en sont très reconnaissants parce que souvent, ça leur permet de voir de quoi leur texte a l'air par les yeux de quelqu'un qui n'est pas un avocat. Donc, ça les aide dans le processus. Et nous, ça nous simplifie la vie de pouvoir faire changer l'anglais quelquefois. Donc, j'occupe le poste de traductrice depuis 2008. Et depuis 6 mois, j'ai aussi commencé à faire de la révision des textes législatifs. Même si on travaille sur les mêmes textes, les réviseurs et les traducteurs, j'ai appris au cours des 6 derniers mois que la traduction et la révision voient un texte sous une optique vraiment différente. On ne l'approche pas de la même manière. Donc, je suis chanceuse d'avoir l'occasion de faire les deux en même temps. Je peux passer la moitié de ma journée à traduire un texte pour le donner à un réviseur, et l'autre moitié, je révise un texte qu'un de mes collègues traducteurs a traduit. Donc, c'est vraiment une optique différente et c'est très intéressant. Par exemple, le projet budgétaire qui a été déposé la semaine passée, donc j'ai eu la chance immense de faire beaucoup de temps supplémentaire à réviser 15 annexes pour le projet budgétaire. C'était du travail très intéressant, par exemple.
Excusez-moi. Je suis pas habituée de parler autant. Donc, si vous avez bien écouté jusqu'à maintenant, vous aurez peut-être remarqué que je travaille comme traductrice législative depuis 2008, mais que j'ai obtenu mon diplôme en 2011. Comment ça se fait? Bien, je vais vous parler un petit peu de mon expérience professionnelle, pas pour le plaisir de parler de moi-même, mais pour souligner certaines choses qui pourraient vous être utiles dans votre propre carrière. J'ai occupé 4 emplois différents durant les 8 années qu'ont duré mes études à l'école de traduction. Et je suis 100% convaincue que le fait d'être étudiante en traduction, même sans avoir obtenu mon diplôme, m'a aidé à progresser rapidement dans tous ces emplois-là. Quand j'ai commencé mes études à Glendon, dans mon ancienne vie, j'étais bibliothécaire dans une école primaire francophone en banlieue de Toronto. Quel est le lien? Bibliothécaire, traduction. Dans ma tête, il y en a un, l'amour des mots, de la langue, des livres, la lecture, l'écriture. Bon. Ensuite, après une année d'études à temps partiel, donc après ma toute première année à Glendon, j'ai postulé un emploi à la fonction publique de l'Ontario. C'était un emploi de rédactrice bilingue dans l'unité de correspondance du premier ministre de l'Ontario. 80% du travail, c'était de rédiger de la correspondance en anglais. Et 20%, c'était de traduire en français la correspondance qui est envoyée à des organismes ou à des citoyens francophones. Je ne pensais absolument pas qu'ils allaient me rappeler, bien sûr, étant donné que j'avais si peu d'expérience en rédaction puis en traduction. Mais bon, comme on dit chez nous, ça ne coûte rien d'essayer. Alors, on envoie notre CV par courriel, puis advienne que pourra. Donc, j'ai eu la surprise de ma vie quand on m'a convoquée pour une entrevue. Et je suis certaine que ce qui les a convaincus de me convoquer, c'est le fait que j'étudiais la traduction. Et aussi, je vais passer les 6 derniers mois à faire de la traduction bénévolement, à temps partiel, pour des organismes sans but lucratif. Donc, sur mon CV, j'avais quelques lignes qui prouvaient que, oui, j'ai un pied dans ce domaine-là, et oui, je sais à peu près ce que je fais. Heureusement, ça les a convaincus. Mais je me demande encore comment ça se fait, mais en tout cas. Donc, tout ça pour vous dire, leçon numéro 1, si vous pensez que vous n'êtes pas assez qualifié, assez expérimenté, parce que souvent, les descriptions de postes, là, c'est assez épeurant, merci. Ça vaut toujours quand même la peine d'essayer. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on ne vous rappelle pas ou... Bon, vous n'avez rien perdu. Essayez, on ne perd jamais rien. C'est à vous de vous mettre en valeur, de penser aux compétences que vous avez qui peuvent être pertinentes à ce poste-là et surtout, de leur en mettre plein la vue si on vous convoque pour passer un examen ou une entrevue. Ça, c'est le plus important et ça, il y a juste vous qui pouvez le faire. Donc, après 2 ans dans ce poste-là, je suis passée à un emploi d'agente de communication à l'Office des affaires francophones. Encore là, ce n'est pas un poste de traductrice, mais j'ai eu l'occasion d'écrire beaucoup, chose que j'adore faire. J'ai écrit en français et en anglais, j'ai écrit des discours pour la ministre des Affaires francophones, la correspondance, des communiqués de presse, et j'ai aussi eu l'occasion d'organiser des événements pour la ministre, chose que j'aime beaucoup moins faire. Mais bon, j'ai appris, je sais le faire, j'ai juste pas envie de le refaire. Encore là, j'ai acquis beaucoup de compétences qui me sont utiles maintenant en traduction. J'ai appris à écrire rapidement des textes qui avaient besoin de peu de révision. Quand on a 45 minutes pour écrire un discours, croyez-moi, il faut que ce soit fait vite et il faut que ce soit bien fait. Et j'ai aussi eu souvent à m'exprimer de façon précise en anglais. Par exemple, quand on écrivait des communiqués de presse, il fallait que ça passe par l'approbation de cabinet d'office, il fallait que ce soit écrit en anglais. Donc, la morale de cette partie-là de l'histoire, vos compétences engageurs doivent vraiment être impeccables. On doit souvent travailler vite, on n'est pas toujours révisé. Même si vous êtes révisé, les réviseurs n'aiment pas ça corriger des participes passés mal accordés, des structures de phrases bancales. Ça, c'est des choses qui devraient être apprises et comprises. Aussi, et là, je parle pour les gens qui traduisent en anglais vers le français, bien sûr, tâchez de très bien maîtriser l'anglais. À mon avis, il y a une différence dans le travail d'un traducteur qui est bon en anglais et dans le travail d'un autre qui est très bon en anglais. En traduction législative, par exemple, c'est primordial de comprendre si un adjectif se rattache aux 2 éléments qui le suivent ou à un seul. Croyez-moi, des fois, on a des réunions complètes là-dessus. C'est important. Parce que ça peut changer l'interprétation du texte, donc c'est important. Même si vous n'avez aucune envie de traduire des textes de loi, c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Je trouve que c'est quand même très important de très bien maîtriser sa 2e langue. Par exemple, c'est vraiment important de reconnaître les expressions idiomatiques dans un texte pour ne pas les traduire littéralement, ou de reconnaître les références culturelles ou historiques. Pour ce dernier point-là, je crois fermement aussi qu'une solide culture générale fait de vous un bien meilleur traducteur. Est-ce qu'il y a des gens ici qui suivent la page Facebook de l'École de traduction? Oui.
Plusieurs, c'est bien, c'est bien. Donc, vous avez peut-être vu ça, je pense, il y a une semaine ou deux, une image où 9/11 avait été traduit par 11 novembre. Ouch. Problem. Donc, en langage Internet, on appellerait ça un epic fail. Vraiment. Donc, ça m'avait... It made my day, as we say. Pour ce qui est de mon poste actuel, n'allez pas penser que si vous n'avez pas une formation spécialisée dans un domaine particulier, vous ne pouvez pas faire la traduction spécialisée. Je n'ai pas de formation en droit personnellement, mais j'ai appris pas mal sur le tas, en fait. J'ai eu beaucoup d'appui de mes collègues, bien sûr. J'ai lu des ouvrages de traduction juridique. Quand j'ai commencé, j'ai suivi quelques cours de formation continue en traduction juridique. Mais ce qui fait la différence, c'est d'avoir de solides compétences en traduction elle-même. Donc, de bien connaître, évidemment, les banques de données de traduction, les sources, être capable de bien faire de la recherche. Ça peut avoir l'air évident, mais dans un domaine spécialisé, c'est primordial. De savoir bien sélectionner ses sources, savoir source A est meilleure que source B. Pourquoi? C'est vraiment important. Et avoir la capacité de faire des lectures spécialisées et de retenir ce qui est pertinent pour votre travail de ces lectures-là. Un bon exemple, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut être appelé à traduire. Surtout dans le domaine législatif, il y a des lois, des règlements sur tout. For example, 2 years ago, I think, I had to translate a 50-page regulation on land surveys. Do you think I know anything about land surveys? I did not. But it had to be done, and it was my job to do it, so I learned more than I ever cared to about land surveys. But you know what? It was great. I had the time to do it, fortunately, but I had the time to do all the research, and I gave to my revisor a research documentation that was this thick, color-coded with Post-its, but it was a great learning experience in the end. So now I know lots about this topic. Oh well, we'll see what I do with that. Donc, dans le même ordre d'idée, en passant votre cours de terminologie, là, c'est pas toujours facile, hein? Et c'est pas toujours ce qui est le plus intéressant. Ça dépend des semaines, mais ça peut venir vous sauver la vie plus tard dans votre travail. Moi, j'en ai vraiment fait l'expérience, surtout pour ce projet-là. C'est devenu tellement évident qu'il fallait que je maîtrise ma recherche terminologique. Puisque je ne suis pas diplômée en droit, j'ai dû apprendre à faire de bonnes recherches terminologiques, à bien analyser le contenu du texte source et à bien analyser aussi les équivalents possibles pour prendre une décision la plus éclairée possible. Parce que oui, même si j'étais révisée, ma réviseure, c'est pas le bon Dieu, elle ne connaît pas tout. Il faut que je lui donne quelque chose de bon sur quoi travailler. Le cours de traduction spécialisée vers l'anglais, un des derniers cours que j'ai suivi avec mon cher monsieur Brian Mossop, que j'ai adoré dans ce cours-là. Ça m'a aussi aidé dans mon travail, même si je ne traduis pas vers l'anglais, parce que j'ai appris des notions importantes en traduction technique. Comment analyser le texte au niveau de la phrase et au niveau global du texte. Comment ne pas suranalyser le texte aussi. Pardon, parce qu'on peut aller dans l'excès inverse. Surtout, comment ne pas se laisser intimider par le vocabulaire, par la terminologie. Donc même, c'est ça, si je ne traduis pas vers l'anglais, ce sont des principes qui m'aident encore tous les jours. Excusez-moi. En parlant aussi d'analyse de texte, j'ai peut-être l'air de me répéter, mais c'est vraiment primordial de bien analyser son texte et de comprendre à la fois le sens global, mais aussi les détails. Par exemple, l'examen que j'ai eu à passer au ministère du procureur général pour le poste que j'ai maintenant, c'est évident que je ne connaissais pas toute la terminologie. Quand on n'a pas fait ce travail-là, on ne peut pas tout savoir ça. Et pendant l'examen, on avait accès qu'à très peu d'ouvrages de référence, à peu près aucun. Donc, et c'était papier-crayon. Après 3 heures, là, c'était quelque chose. Donc, même s'il s'agit de traduction spécialisée, ce n'était pas un examen de terminaux. Ce qu'il voulait voir, ce n'est pas si on connaissait par cœur l'équivalent exact de termes techniques ou juridiques particuliers, heureusement. C'était de voir si les candidats étaient capables de suivre le fil d'un texte long et complexe sans perdre de vue la structure, sans oublier des mots, sans escamoter des parties et sans perdre la logique des idées, surtout. Ce qui peut nuire à un traducteur, ce n'est pas nécessairement les contresens, quoique ce n'est pas recommandé d'en faire, ça ne vous aidera pas, c'est clair. Mais une erreur, dans mon expérience, dans l'expérience de tous mes collègues avec qui j'en ai parlé, une erreur qui est beaucoup plus fréquente et qui est tout aussi dommageable pour les gens qui viennent, par exemple, qui viennent passer un test en traduction, c'est le manque d'attention aux détails. C'est le fait d'oublier un mot, d'oublier une phrase, d'oublier un paragraphe au complet, ça s'est vu, je n'invente pas ça.
J'ai une de mes amies qui est chef de service au gouvernement. Elle a fait passer un test, il y a quelqu'un qui avait oublié un paragraphe complet. Aussi, c'est dangereux de perdre le fil du texte, puis de ne pas bien rendre les relations entre les mots. Mauvais sujet pour un verbe, un adjectif qui n'est pas rattaché au bon mot. Ça ne pardonne pas. Parce que, surtout si on travaille rapidement, quelqu'un n'a pas le temps d'aller vérifier tout ça. On tient pour acquis que vous savez ce que vous faites. Donc, en vrac, quelques autres conseils qui vont peut-être vous être utiles. Je vous conseille très, 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 très fortement de faire le stage en partenariat avec le Bureau de la traduction. Ma réviseure était à Ottawa et on communiquait par courriel. Donc, durant le jour, je faisais de la traduction législative et le soir et la fin de semaine, je traduisais des documents très, très variés, nature générale, pour le ministère des Affaires indiennes, je pense. Au début, j'avais la difficulté à passer de l'un à l'autre parce que je passais trop de temps à analyser les mots. En traduction législative, c'est vraiment important d'analyser assez fortement et de prendre le temps de le faire. Et je ne passais pas assez de temps à penser au style, au niveau de langue et au flot de lecture quand je faisais mes textes pour le Bureau de la traduction, des textes beaucoup plus généraux. Au fil des semaines, j'ai appris à travailler plus rapidement, puis à me faire plus confiance aussi. C'est surtout ça qui est important. Et j'ai beaucoup appris des commentaires de ma réviseure. Ça m'a donné une plus grande confiance dans mes habiletés comme traductrice. Donc, ça s'est reflété dans mon travail de traduction générale. Je me suis dit, OK, I can do this. It's OK. Let's go. Point de vue CV. Puisque je passais d'un type de travail complètement différent à la traduction, je trouvais qu'en ayant un CV chronologique, qui est, bon, la plupart du temps, c'est comme ça qu'on a notre curriculum vitae, ça n'aurait pas mis mes compétences en valeur parce que, surtout quand je postulais mes premiers emplois en traduction, si c'était chronologique, j'avais rien qui ressortait. Je sais que certains employeurs aiment moins les CV par compétences, et ça, je sais que ça se discute, mais moi, c'est ce que j'ai fait quand je suis passée du domaine d'être bibliothécaire au domaine de la traduction. J'ai fait un CV par compétences et je l'ai gardé pour au moins 3 emplois. Ça a très bien fonctionné pour moi. Je vous conseille d'explorer la possibilité, peut-être d'en parler à d'autres personnes, mais moi, je trouve que c'est une bonne solution. Surtout pour les gens qui changent de carrière ou qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Ça peut être une bonne idée. Ce qui me mène à mon prochain point que je trouve très important et je trouve ça très drôle. À la fois, Alana et M. Clifford viennent tout juste d'en parler, donc c'est vraiment important puisqu'on est 3 personnes à en parler. N'oubliez jamais qu'en tant que traductrice et traducteur, vous avez des compétences qui sont utiles à toutes sortes d'autres choses que la traduction. Par exemple, si vous êtes très bon en français et aussi en anglais et que vous aimez écrire, vous pouvez très bien faire de la rédaction. Un bon traducteur a aussi la capacité d'analyser un texte. C'est une compétence très utile pour devenir, par exemple, au gouvernement, analyste de politique ou pour faire n'importe quel travail qui demande que vous sachiez analyser des textes pour créer des résumés ou des rapports. Ça peut avoir l'air évident, mais pour avoir beaucoup travaillé dans des bureaux gouvernementaux, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent bien résumer un texte et en extraire les informations les plus importantes pour faire des briefages, par exemple, à des ministres. Savoir résumer, c'est un art. Et si vous savez faire ça, ça va beaucoup vous aider. Gardez l'esprit ouvert pour ce qui est de votre carrière. Si vous êtes conscient de vos compétences, vous ne savez jamais où elles peuvent vous mener, mais il faut que vous en soyez vraiment conscient. Donc, dans le même ordre d'idées, s'il y a des employeurs dans la salle, ayez l'ouverture d'esprit de voir le potentiel d'une personne et pas juste le nombre d'années passées à faire la même chose. Ça, je tiens à en parler. Parce que moi, j'ai eu la chance, dans mes 3 emplois au gouvernement, de rencontrer des gestionnaires qui ont été capables de voir mon potentiel, qui m'ont donné la chance de leur prouver que j'étais tout à fait capable de faire le travail, même si je ne venais pas de passer 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans à faire exactement ces tâches-là. Donc, ils ont été capables de voir que j'étais capable et j'ai eu l'occasion de leur prouver. Donc, en conclusion, même si ça m'a pris une éternité à terminer mon séjour à l'école de traduction, je considère quand même comme une chance le fait d'avoir pu étudier et travailler en même temps. C'est facile à dire avec le recul, là, mais oui, c'était quand même une chance parce que ce que j'apprenais en classe, j'ai remarqué que ça améliorait mon travail et ce que j'apprenais au travail améliorait aussi mon expérience dans mes cours. À Glendon, on a la chance d'avoir plusieurs professeurs qui travaillent activement dans le domaine. D'ailleurs, j'ai pu compter sur un de mes profs pour me donner une excellente référence qui m'a aidé à obtenir l'emploi que j'ai maintenant. Je lui en serai éternellement reconnaissante.
On a aussi la chance d'avoir des petites classes puis des étudiants de tous les âges qui viennent de toutes sortes de milieux professionnels. N'hésitez pas à poser beaucoup de questions aux professeurs et à cultiver les contacts avec les étudiants avec qui vous aimez travailler en classe. Si un jour leur milieu de travail est à la recherche de traducteurs, il y a de bonnes chances qu'ils pensent à vous. Je le sais d'expérience parce que j'ai une de mes consoeurs de classe qui travaille avec moi, Virginie. Et il y a certaines personnes que j'essaie encore de convaincre de venir travailler dans mon bureau en Cynthia. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci de m'avoir écouté. Merci, M. Clifford, de m'avoir invité. Et bonne soirée.